Bonjour et bienvenue sur Mindfulness avec Drusilla. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler du bien-être toxique ou l'injonction permanente à aller bien. L'idée que le bonheur serait un état stable, atteignable à condition de faire les bonnes choses et de la bonne manière. La croyance que si l'on souffre, c'est que l'on s'y prend mal. À première vue, difficile de critiquer une intention aussi noble que vouloir aller bien. Et pourtant, quelque chose cloche. Le bien-être n'a jamais été aussi présent dans le débat public. Mais ses effets, eux, restent difficiles à mesurer. Depuis une dizaine d'années, le bien-être s'est imposé comme un sujet central. Dans les médias, les entreprises, les politiques de ressources humaines et dans nos vies personnelles. Applications de méditation, routines matinales, programmes de développement personnel, l'offre est vaste, accessible et omniprésente. Pourtant, les indicateurs de mal-être, eux, ne reculent pas. Les enquêtes d'opinion sont claires. Plus d'un Français sur deux se dit régulièrement stressé et près de 60% ont le sentiment de ne pas disposer de suffisamment de temps pour eux-mêmes. Près de 7 Français sur 10 estiment que ce rythme de vie a un impact négatif sur leur santé. Autrement dit, le mal-être n'est ni marginal ni individuel. Il est largement partagé. Dans les grandes métropoles, et particulièrement en Île-de-France, la question du temps est centrale. Les personnes qui travaillent à Paris sans y résider passent en moyenne plus d'1 heure par jour dans les transports. Ce temps de trajet s'ajoute à des journées de travail déjà chargées. Il réduit mécaniquement le temps disponible pour le repos, la vie personnelle ou la récupération. Et pourtant, le discours dominant continue de promouvoir des routines de bien-être quotidiennes, comme si le problème était avant tout un manque d'organisation individuelle. Toutes les catégories sociales ne consacrent pas le même temps ni les mêmes ressources au bien-être. Il est important de le dire clairement. La quête d'alignement et de bien-être n'est pas la même selon les conditions de vie. Quand une personne est en situation de précarité, d'insécurité financière, de logement instable, de surcharge mentale liée à la survie quotidienne, le discours du «il suffit de le vouloir» devient non seulement faux, mais parfois violent. Comment se reconnecter à soi quand l'énergie est absorbée par l'urgence? Comment cultiver la sérénité quand le corps et l'esprit sont en état d'alerte permanent? Même si l'on aimerait croire que le bien-être dépend uniquement de la volonté individuelle, la réalité est plus complexe. Les facteurs matériels, sociaux, environnementaux façonnent profondément notre capacité à prendre soin de nous. La vulnérabilité réduit l'espace mental disponible pour l'introspection, le repos ou la projection. Reconnaître cela, ce n'est pas renoncer à l'idée de mieux-être, c'est au contraire la rendre plus juste, plus humaine et surtout moins culpabilisante. Le bien-être ne devrait jamais devenir une injonction déconnectée des réalités vécues, mais un horizon qui tient compte des contextes, des ressources et des inégalités. Le bien-être présenté comme universel devient de fait socialement situé. Les dépenses liées au bien-être se situent pour une part significative de la population entre 45 et 90 euros par mois. Abonnements sportifs, applications, séances de yoga, coaching ou accompagnements divers. Ces montants peuvent sembler modestes, pris isolément, mais ils posent une question de fond. Le mieux-être est-il conditionné à une capacité de moyens? À mesure que le bien-être s'installe comme un idéal, il se transforme aussi en norme implicite, voire toxique. Il ne s'agit plus seulement d'aller mieux, mais de montrer que l'on fait ce qu'il faut pour aller bien. Cette logique peut produire un effet inverse. Culpabilisation en cas de fatigue, sentiment d'échec face à l'anxiété, intériorisation des difficultés comme des défaillances personnelles. Le mal-être n'est alors plus interrogé comme un symptôme collectif, mais comme une responsabilité individuelle. La vie n'est pas une succession de leçons inspirantes. Elle est faite de deuil, d'échecs, de ruptures, de peurs, de chaos. Et vouloir transformer chaque épreuve en opportunité immédiate de croissance peut empêcher un processus essentiel, ressentir. Car on ne transcende pas,
ce que l'on n'a pas d'abord accepté. Un autre danger majeur du bien-être toxique, c'est qu'il individualise des souffrances qui sont souvent systémiques. Stress chronique, épuisement professionnel, anxiété, perte de sens. On propose des solutions individuelles à des problèmes collectifs. Respirer mieux au lieu de questionner un système de travail dysfonctionnel, méditer pour supporter l'insupportable, lâcher prise sur ce qui devrait être abordé. Le message implicite devient adapte-toi plutôt que change ce qui ne va pas. Dans une vision toxique du bien-être, certaines émotions sont valorisées. Joie, gratitude, sérénité, tandis que d'autres sont rejetées. Colère, tristesse, doute et peur. Or, aucune émotion n'est négative en soi. Elles sont toutes des informations. La colère peut signaler une limite franchie, la tristesse peut accompagner une perte et la peur peut protéger. Refuser ces émotions au nom du bien-être revient à se couper d'une partie essentielle de soi. Et si nous sortions des clichés toxiques sans renoncer au véritable bien-être qui serait plus imparfaite, plus humble, plus humain et non linéaire? Un bien-être qui laisse de la place aux jours sans énergie, aux phases de doute et aux émotions contradictoires. Regardons de plus près le marché du bien-être. Le marché du bien-être connaît une croissance soutenue en France comme à l'échelle mondiale. Livres, formations, retraites, programmes en ligne. L'offre s'est structurée, professionnalisée, industrialisée. Pourtant, les 10 dernières années, les indicateurs de satisfaction de vie des Français montrent qu'ils ne sont pas forcément plus heureux aujourd'hui. La question se pose alors. Comment expliquer l'écart entre l'essor des solutions proposées et l'absence d'amélioration mesurable du bien-être ressenti? Le bien-être n'est pas une illusion, mais sa mise en récit dominante mérite d'être interrogée. Car à force de concentrer l'attention sur l'individu, ses routines, sa discipline, son état d'esprit, le risque est de passer à côté de ce qui structure réellement le mal-être. Le temps, le travail, les contraintes économiques et l'organisation collective de nos vies. Merci de m'avoir écouté. J'aimerais en savoir un peu plus sur vous. Dites-moi en commentaire ce qui vous fait du bien et ce que vous souhaiterez améliorer dans votre quotidien. En attendant, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse.